Donc, merci à Nathalie Azoulay de venir inaugurer notre cycle des SAS. Comme vous le savez, les SAS, c'est tous les mardis matins. C'est pour parler d'autre chose et en même temps revenir au cœur du sujet qui est la création. Et Nathalie donc est romancière. Elle vient de faire paraître Titus n'aimait pas Bérénice chez POL, un roman qui est dans la liste des 10 nominés pour le prix Goncourt. Et puis par ailleurs, elle est agrégée de lettres, elle a très peu enseigné. Elle travaille dans notre secteur, en conseil pour les marques, dans des domaines de sémiologie, d'analyse de discours. Alors en fait, quand Lucas m'a demandé de venir vous présenter mon livre, il m'a demandé de faire quelque chose autour du personnage qui est central dans mon livre et qui est Racine, Jean Racine, l'auteur de théâtre et de tragédie du XVIIe siècle. Alors je sais que dans la salle, il y a quelques étudiants qui ne sont pas de culture française, qui sont francophones, enfin qui parlent bien le français, mais il est vrai que mon intervention est un tout petit peu destinée aux gens qui ont travaillé Racine à l'école, puisque Racine, pour la plupart d'entre nous, c'est d'abord un souvenir d'école et de lycée. Donc, pardon à ceux qui n'ont pas été à l'école en France précédemment. J'espère que quand même ils pourront profiter de cette intervention. Alors donc, en fait, oui, Lucas m'a demandé d'intervenir sur Racine, parce qu'il est donc au centre de ce livre. Et ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de Racine. Je n'ai jamais fait aucun travaux universitaire sur lui, jamais lancé aucune recherche en bonne et due forme, dans le sens, je dirais, académique de la chose. Mais c'est vrai que depuis longtemps, c'est un auteur qui m'accompagne, c'est un auteur qui fait partie de mon univers, de mes références, de mon imaginaire, et aussi de mon incompréhension. C'est-à-dire que c'est à la fois un auteur que je goûte, que j'apprécie, et qui m'interroge, c'est-à-dire qui m'intrigue, dont je n'ai pas tout compris, et qui reste un auteur un peu mystérieux. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une œuvre littéraire, non pas du tout parce que je suis biographe de Racine. Donc je vais vous faire un petit résumé de sa biographie, parce que c'est toujours important de contextualiser les choses et d'avoir une idée de comment il a vécu, à quelle époque, avec qui, et quel était un petit peu le trajet de sa vie. Mais mon roman, en fait, s'échappe assez vite des contraintes de la biographie et de la vérité et de l'exactitude. J'ai retenu à l'intérieur des éléments de cette histoire et de cette vérité, mais je me suis aussi permise beaucoup de liberté. Alors pour vous le situer brièvement, je vous donnerai d'abord ses dates. Il est né en 1639 dans une petite ville de Picardie qui s'appelle La Ferté-Milon. Il est orphelin très vite, à l'âge de 2 ans, il perd ses parents, et il est élevé en fait par la famille de sa mère, sa grand-mère, ses tantes, et il grandit donc dans un giron comme ça, très maternant, très féminin. Ce n'est pas du tout un orphelin abandonné, il est en effet tout à fait pris en charge par cette famille maternelle. Et en fait, très vite, il va suivre la trajectoire des hommes de la famille, qui est d'aller à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, qui est en fait une école destinée aux garçons, et qui sont tous donc, toute la famille tous les cousins de la famille de Racine ont suivi l'enseignement de Port-Royal. Alors, je ne sais pas si Port-Royal vous dit encore beaucoup. Est-ce que vous avez des... Allez-y, sur Port-Royal, oui. Oui, janséniste, oui. Autre élément? Tout à fait. Pascal avant Racine, oui, qui est son aîné. Et sur la doctrine elle-même, vous avez des connaissances ou Bon, en fait, c'est une doctrine donc religieuse d'abord, qui en fait a été tout à fait, je dirais, à son apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui très vite s'est opposée au catholicisme tel qu'il était pratiqué dans le royaume de Louis XIV. C'est une doctrine fondée sur la prédestination et je dirais l'élection de la grâce par Dieu, c'est-à-dire que les œuvres humaines ne font rien
à la grâce et au salut. C'est Dieu qui la distribue, et en fait, elle est attribuée à très peu d'élus. Ce qui fait que c'est une doctrine très sombre, très pessimiste et très rigoriste. Et du point de vue de l'enseignement qui est pratiqué, qui est dispensé aux enfants, aux garçons, puisque les filles peuvent aller à Port-Royal, mais en tant que religieuses, mais seuls les garçons y sont éduqués. Donc du point de vue de l'enseignement, c'est un enseignement à la fois très rigoureux, qui va dans le même sens que la doctrine religieuse, mais qui est en même temps très novateur. C'est-à-dire qu'à l'époque où les jésuites ont tous les pouvoirs, et notamment auprès du roi, et qui pratiquent l'enseignement du latin et du grec donc à 100%, Port-Royal, évidemment, pratique l'enseignement des anciens, donc du latin et du grec, mais exige de la part de ses élèves qu'ils écrivent en français. Et en fait, c'est là la nouveauté de Port-Royal, c'est que c'est une école qui apprend à lire et à écrire, mais d'une manière tout à fait originale par rapport aux jésuites, donc en revendiquant la suprématie et la primeur du français. Et c'est vrai donc que Racine, quand il fait ses classes à Port-Royal, il apprend au même titre que tout le monde à lire les anciens, donc il fait ses classes auprès de Virgile, auprès de Quintilien, auprès de Plutarque, donc grec et latin, auteur ancien tout confondu. Mais très vite, on lui demande, comme les autres, de traduire. Donc la traduction est au cœur de l'apprentissage pour que le français soit finalement la langue privilégiée. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Port-Royal a beaucoup de mal à vivre dans le royaume de Louis XIV, qui ne supporte pas que l'unité religieuse ne soit pas respectée. Et c'est vrai que ce sont des opposants qui ne supportent pas l'absolutisme royal, qui ne supportent pas non plus la hiérarchie cléricale, et notamment celle du Vatican, à laquelle Louis XIV se soumet, et qui donc va sans arrêt, je dirais, ruer dans les brancards et poser des problèmes à Louis XIV et à l'unité religieuse du royaume, au même titre que les protestants, que Louis XIV va aussi persécuter, comme on le sait. Donc, il y a cette opposition qui est très ferme et qui est très fondamentale et fondatrice dans la vie de Racine, l'opposition de Port-Royal à Versailles et à Louis XIV. Mais que se passe-t-il ? Racine, donc, comme je vous le disais, est orphelin. Il a une famille bourgeoise, mais qui n'est pas capable de lui promettre une carrière, je dirais, mirobolante. Or, c'est un ambitieux. C'est un ambitieux social qui se déclare assez vite et qui comprend très vite que pour mener une carrière et pour, je dirais, constituer un patrimoine, puisque c'est quand même une chose qui l'occupe très tôt, il faut qu'il sorte des murs de Port-Royal, il faut qu'il sorte de cette réclusion et qu'il aille, je dirais, faire d'autres classes à Paris. Donc, à l'adolescence, au sortir de l'adolescence, il va aller à Paris, où là, de la même façon qu'il a été toujours entouré par sa famille maternelle, il va être entouré de nouveau par ses cousins de Paris, mais d'une autre façon. Il y a l'héritage de Port-Royal qui continue à le suivre, mais évidemment, il va se mettre à fréquenter des salons. Donc, dans les salons, il y a quelques jansénistes, mais il n'y a pas que ça. Et au-delà du salon, il va fréquenter des cabarets. Et très vite, en fait, la carrière théâtrale va commencer à clignoter dans le lointain, et il va comprendre que la poésie dramatique est peut-être une façon de faire carrière. Donc, il va, comme tous les auteurs de l'époque, en cela il n'a rien d'original, écrire des odes qui vont être destinées à célébrer tel ou tel événement royal, telle naissance d'un enfant du roi, ou je dirais à rendre hommage à la maladie du roi, à la guérison du roi. Vous savez, à l'époque, tout est prétexte à poésie. Et donc, il va s'illustrer petit à petit en écrivant des odes tout à fait conventionnelles qui ne disent quasiment rien de la singularité qui va être la sienne par la suite. Et d'ode en ode, je dirais, de cabaret en cabaret, il va rencontrer des hommes de lettres de plus en plus et des hommes de théâtre. Et évidemment aussi des femmes de théâtre, c'est-à-dire des comédiennes. Donc, la carrière théâtrale va commencer à s'imposer à lui, et c'est vrai que dès 1664, il va produire sa première pièce, il va écrire sa première pièce, qui sera la Thébaïde, qui sera un petit succès, pas un gros succès, mais un petit succès de démarrage, et qui va lui permettre d'enchaîner. Et c'est vrai que ce qui est très caractéristique dans la carrière de Racine, bon, comme celle de tous les auteurs de cette époque-là, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire qu'on écrit à peu près une pièce par an, voire tous les 2 ans, mais c'est un rythme très, très proche et très régulier qu'on se produit, parce qu'encore une fois, c'est une construction de carrière plus qu'une construction d'œuvre qui s'impose d'abord.
Donc, Port-Royal va commencer à s'éloigner et à devenir, je dirais, un boulet dans la vie de Racine, parce que évidemment, il continue à y entretenir des liens très forts. Il a notamment une tante qui sera d'ailleurs abbesse à Port-Royal et de laquelle il est très proche et qui va sans arrêt lui dire que ce qu'il fait est mal. C'est-à-dire que pour les jansénistes et pour les femmes et les hommes de Port-Royal, l'écriture de la fiction est une transgression. C'est-à-dire que on ne conçoit pas qu'on puisse, je dirais, cultiver, célébrer d'autres passions que la passion de la foi, que la passion de Dieu. Et qui dit fiction dit évidemment histoire, qui dit histoire dit personnage, et qui dit personnage dit relation entre les personnages. Ça veut dire passion humaine, je dirais, probablement, très probablement, et en général toujours. Donc, il est vrai que la fiction, et la fiction théâtrale qui plus est une transgression absolue du point de vue des jansénistes. Mais Racine assume, Racine y va, et il ne renonce pas à cette carrière qu'il a commencée et qui lui réussit plutôt bien. Donc pendant toute une période de sa vie, je dirais dans la constitution de cette carrière et de cette œuvre, il va tourner le dos à Port-Royal, et il va se faire condamner par eux, renier, etc. Et il aura des relations beaucoup plus que houleuses avec le Vallon, comme on disait autrefois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette houle, que cette relation compliquée, douloureuse, ne lui a pas causé des souffrances, des doutes, des dilemmes. Pourtant, je pense qu'il a aussi fait fi de tout cela pendant un certain temps, mais peut-être pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand on étudie la vie de Racine, quand on s'y penche, ce qu'on observe de manière très nette, c'est qu'il y a plusieurs séquences. En fait, il y a il y a 3 séquences. Il y a la séquence de l'éducation, donc à Port-Royal. Il y a la séquence de Paris, où là, il fait ses classes et il devient un auteur de théâtre très important, avec en 1668 le succès d'Andromaque, qui là l'impose complètement sur la scène parisienne. Et à partir de 1668 et jusqu'à la fin de cette deuxième séquence, donc qui est celle de la séquence de la création théâtrale et qui se termine en 1677, il va devenir de plus en plus un auteur majeur de la scène. Alors, si d'entrée de jeu, je vous ai fait un petit quiz autour de Corneille et de Racine, c'est parce qu'évidemment son rival principal, c'est Corneille, qui est de 30 ans son aîné et qui œuvre depuis bien plus longtemps que lui sur les scènes parisiennes et qui triomphe. Et c'est vrai que l'arrivée de Racine est une menace grandissante pour Corneille, et on ne sait pas si c'est l'âge ou le talent, mais pour finir, c'est Racine qui va évidemment triompher et évincer Corneille. Et surtout auprès du roi, qui va de plus en plus émettre et exprimer sa préférence, ce qui va évidemment être décisif dans la carrière des deux hommes. Donc 1668, c'est le succès d'Andromaque, et 2 ans plus tard, un autre succès, et qui lui est pris dans une course entre Corneille et Racine, c'est celui de Bérénice. Alors comment ça se passe, Bérénice ? En fait, par l'intermédiaire d'une de ses comédiennes, je vous lirai l'extrait tout à l'heure, mais Racine entend dire que Corneille va s'attaquer à l'histoire de Tite et Bérénice, donc l'empereur romain, Titus, et Bérénice, la reine de Judée et de Palestine. Donc cette histoire d'amour contrarié, impossible, du point de vue de la raison d'État et de la politique, va devenir l'enjeu d'une écriture pour Corneille. Et quand Racine entend dire que Corneille va s'y attaquer, Racine n'hésite pas une seconde et il veut s'y attaquer aussi. Et il se dit que c'est à ce moment-là qu'enfin on va les départager sur la tragédie de Bérénice. Donc le 21 novembre 70, Racine crée sa pièce. Et 7 jours plus tard, le 28 novembre, c'est Corneille qui crée la sienne. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Racine a pris de vitesse Corneille. Corneille avait décidé et fait son choix d'abord. Et en fait, Racine a voulu le talonner. Et finalement, hélas pour Corneille, la tragédie de Racine triomphe, fait salle pleine pendant des jours, alors que celle de Corneille est un fiasco terrible qui n'arrive à être produite que 3 jours d'affilée sur la scène du théâtre. Et évidemment, Louis XIV opte pour la tragédie de Racine. Donc c'est un plébiscite absolu qui se passe à ce moment-là avec Bérénice. Et 2 ans plus tard, la consécration est que Racine entre à l'Académie française. Corneille y était déjà, mais Racine fait son entrée. Et donc jusqu'en 1677, il va continuer à écrire des tragédies. Il y aura Bajazet, il y aura Mithridate, il y aura Iphigénie. Et 1677, c'est la date de la tragédie, je dirais, la plus étudiée encore, qui est celle de Phèdre. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'à chaque fois que Racine écrit, toute la critique lui tombe dessus.
Pourquoi ? À la fois on le célèbre, à la fois on l'encense, mais on lui reproche de malmener un peu les codes tragiques et de mettre trop d'amour dans ses tragédies et trop de personnages amoureux. Et de, je dirais, reléguer à l'arrière-plan ce qui fait quand même le blason de la tragédie, à savoir l'honneur, les batailles, les victoires guerrières et je dirais la gloire du pouvoir politique. Et c'est vrai que chez Racine, même s'il puise dans le code et s'il est toujours question de roi, de reine, d'empereur, c'est vrai que c'est l'amour qui est toujours au premier plan et qui reste l'enjeu de toutes les batailles et de tous les conflits. Et notamment quand il a produit donc son Andromaque en 1668, les gens ne s'y sont pas trompés en fait. On lui a dit, bon, vous mettez Pyrrhus et Andromaque au premier plan, ce sont soi-disant les personnages principaux, mais qui sont les véritables porteurs de la pièce ? Ce sont Oreste et Hermione, qui sont deux amoureux malheureux, deux amoureux éconduits, et qui sont ravagés par leur passion et qui l'expriment sans aucune retenue. Et c'est vrai que quand on regarde d'un peu près la pièce, on se rend compte que les deux personnages principaux, finalement, sont ceux-là, et que Pyrrhus et Andromaque sont un petit peu, je dirais, des leurs. Voilà, des leurs pour faire plaisir et pour honorer le code tragique. Et quand on va, évidemment, du côté de Bérénice, on se rend compte que cet amour porté, je dirais, à son plus haut degré de passion et de non-réciprocité. Alors, Bérénice et Titus s'aiment de façon réciproque a priori, apparemment, mais il y a quand même une préférence qui est exprimée par Titus, qui va choisir le pouvoir et Rome contre Bérénice, et qui donc va faire preuve d'une sorte de non-réciprocité et qui va abandonner Bérénice. Donc, et finalement, la tragédie de Bérénice ne parle que de cela. Il n'y a aucune bataille, il n'y a aucun conflit à l'arrière-plan qui serait déterminant dans l'action. Il n'y a que la décision que Titus doit annoncer à Bérénice, à savoir qu'il ne va pas la choisir et qu'il va choisir Rome. Et quand on va du côté de Phèdre, évidemment, tout ça est encore plus chauffé à blanc. On a une héroïne qui ose exprimer un amour incestueux envers son beau-fils et qui va, encore une fois, user de ruses, de stratagèmes et d'insincérité pour essayer donc d'exprimer cet amour sans espérer, je pense, le vivre. Elle n'a aucun espoir d'arriver à convaincre Hippolyte de cet amour, mais elle va quand même l'exprimer pendant 5 actes d'une manière tout à fait impudique. Et au moment où donc Phèdre est produite, il y a une querelle qui est encore plus forte que les autres et qui donc condamne Racine, et à ce moment-là, Racine décide de jeter l'éponge. Et c'est fin de la deuxième séquence biographique, c'est-à-dire que c'est la fin de la séquence théâtre dans la vie de Racine, qui en 1677 prend 3 décisions. Il décide de renoncer au théâtre, il décide d'être l'historiographe du roi, c'est-à-dire de tenir la gazette, la chronique des hauts faits du roi, c'est-à-dire des fronts, des batailles, des décisions militaires, etc. Donc il va devenir un personnage officiel de la cour avec Nicolas Boileau. Et la 3e décision qu'il prend, c'est de se marier. Et c'est très important parce que, en fait, pendant toute la séquence de sa vie au théâtre, il a eu des liaisons passionnées avec des comédiennes. Mais il comprend aussi très vite, parce que c'est un bourgeois ambitieux, que s'il veut tout à fait intégrer l'entourage de Louis XIV, il faut qu'il ait une vie conjugale en bonne et due forme, rangée, honnête et respectable, et qu'une comédienne n'a rien de respectable, même si elle est glorieuse, elle n'a rien de respectable. Donc il se marie en 1677, il devient historiographe du roi et il renonce au théâtre. Donc c'est l'ouverture de la 3e séquence qui s'opère à ce moment-là et qui va donc durer jusqu'à la fin de la vie de Racine en 1699. Ce qui fait qu'en fait, si vous comparez les 2 séquences, vous avez la séquence théâtre qui dure 13 ans, donc de 1664 à 1677, et la séquence, je dirais, royale, qui dure beaucoup plus longtemps puisqu'elle dure 22 ans. Ce qui fait qu'en fait, Racine, il a beau être cet auteur, je dirais, en toge, en perruque, en alexandrin, qui sent un peu le patrimoine et qui sent très fort le patrimoine, il a quand même, pour beaucoup de modernes encore, et pour beaucoup d'auteurs, je dirais, contemporains même, une image d'auteur moderne. Pourquoi ? Parce qu'il fait cet adieu à la littérature. Et c'est vrai que cet adieu à la littérature, de la même façon que Rimbaud l'a fait, mais d'une manière encore plus fulgurante, puisque Rimbaud a écrit très peu d'années et que très vite, à l'âge de 20 et quelques années, il a décidé de partir et de tout quitter,
et Rimbaud est une espèce d'apothéose de la modernité, Racine a ce côté je claque la porte, je passe à autre chose et tant pis pour la littérature. Et ce geste plein de panache, plein de renoncement, et si vous voulez, je dirais qu'il a quelque chose de la table rase à l'envers, c'est-à-dire qu'un auteur s'illustre parce qu'il fait table rase en entrant dans la carrière, mais il peut faire table rase en sortant de la carrière. Et c'est ce que fait Racine, et c'est ce qui lui donne, je dirais, ce cachet de modernité qui n'a rien à voir avec celui d'un Corneille ou d'un Molière, par exemple, dont on ne dira jamais qu'ils sont des auteurs modernes. Ce sont des auteurs du patrimoine qui sont respectés, qui sont étudiés, entretenus, etc. Mais ils n'ont pas ce côté Rimbaud de la littérature que Racine continue d'avoir. Voilà, et juste pour finir sur la biographie, encore une fois, je vous l'ai tracé à très très grands traits. En 1699, donc, Racine meurt. Il se dit qu'il aurait été victime d'une disgrâce de la part du roi. Pour quelle raison? Sans doute pour la raison, je dirais, inaugurale de cette vie, à savoir Port-Royal. C'est-à-dire que, évidemment, l'âge venant, la maturité venant, et surtout les persécutions royales s'accentuant, Racine se rapproche de plus en plus de Port-Royal dans la dernière séquence de sa vie. Et il renoue, je dirais, avec ses origines, il renoue avec ses racines, aux grandes dames du roi qui ne le supportent pas. Donc il est dit qu'il y aurait eu une disgrâce, mais rien n'est moins sûr, les biographes ne s'entendent pas là-dessus. On peut le supposer, disons. Et ce qui est vrai, c'est que Racine, à la fin, donc, dans son testament, demande à être enterré auprès de ses maîtres de Port-Royal. Le roi le tolère, mais on sait que dans les premières années du XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1709 et 1713, Racine est mort depuis longtemps. Ce sont les dernières années du règne de Louis XIV. Et à ce moment-là, la hargne et la haine de Louis XIV pour Port-Royal va se réaccentuer, peut-être parce que Racine est mort et qu'il a le champ libre. En 1709, il décide d'exhumer tous les corps qui sont enterrés dans le cimetière de Port-Royal, afin de raser cet endroit et de ne lui donner aucune chance de devenir un lieu de pèlerinage. Parce que vous savez que quand il y a un cimetière, on peut aller s'y recueillir et on peut transformer le lieu en pèlerinage. Et Louis XIV ne le veut absolument pas. Donc il décide d'exhumer tous les corps, y compris celui de Racine, mais contrairement aux autres qu'il laisse un peu dans la nature, qu'il rapatrie dans des ossuaires, il fait transporter le corps de Racine jusque dans Paris, à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Et si vous allez dans cette église aujourd'hui qui est sur le haut de la montagne Sainte-Geneviève, il y a une plaque, il n'y a pas de cercueil, mais il n'y a pas de tombe, mais il y a une plaque qui dit que Racine a été enterré là. Voilà. Donc on imagine que les restes de Racine sont là. Et donc en 1713, Louis XIV va encore plus loin dans la persécution et dans la solution finale, je dirais, de Port-Royal, et il fait exploser ce qui reste de l'abbaye, donc à la poudre. Et aujourd'hui, si vous allez donc à Port-Royal, qui se trouve dans les Yvelines, pas très loin de Versailles, vous ne verrez que des ruines en fait. Il y a un reste de bâtiment, mais qui a été reconstitué et restauré au XIXe siècle, mais le reste en fait, ce ne sont que des ruines. Voilà donc comment se termine la biographie de Racine. Alors, encore une fois, le propos de mon livre n'est pas une biographie. Donc peut-être qu'il est temps que je vous raconte un petit peu le propos de mon livre. En fait, comme je le disais au tout début de cette intervention, Racine est un auteur qui m'accompagne depuis longtemps. Il était déjà présent d'une autre façon dans mon roman précédent. Et j'ai avec cet auteur une relation très ambiguë. C'est-à-dire qu'à la fois je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, je suis très touchée par son théâtre, et en même temps je n'y comprends rien. Alors vous me direz, j'exagère un peu quand je dis ça, à peine. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écoute les vers de Racine, au théâtre notamment, ou quand je lis une pièce, j'ai toujours, mais plus qu'un moment d'hésitation, c'est-à-dire que j'ai des moments de confusion absolue, des moments de flou absolu, voire de noir. C'est-à-dire qu'il m'arrive de lire plusieurs vers comme si c'était une langue étrangère, c'est-à-dire sans rien capter, en ne pouvant m'accrocher à rien. Et donc, en fait, c'est cette relation ambiguë qui m'a donné envie d'écrire ce roman. J'ai eu envie de m'attaquer à cette surdité, je dirais, de ma part, à cette cécité, à cette absence de compréhension et à ce mystère qui perdure malgré toutes les tentatives que je fais, malgré la énième lecture que je peux avoir de telle ou telle œuvre, ou la énième représentation de Bérénice sur une scène de théâtre. Donc j'ai eu envie de m'attaquer à ça. Alors j'ai réfléchi, je ne savais pas très bien comment m'y prendre, et en fait j'ai mis au point un dispositif romanesque pour pouvoir le faire d'une façon
le plus romanesque possible. J'avais pas envie d'écrire un essai sur Racine, je n'avais pas envie d'agir en universitaire, qui n'est pas du tout mon point de vue, ma place. Et donc j'ai mis au point une histoire. Donc cette histoire, elle commence par une narratrice qui se situe donc de nos jours, qui est une narratrice contemporaine, et qui est violemment quittée par son amant. Donc cette narratrice s'appelle Bérénice. Je vois pas pourquoi, il y a même des magasins de vêtements maintenant qui s'appellent Bérénice. Donc elle s'appelle Bérénice, et son amant donc s'appelle Titus, d'une manière très logique. Donc ils sont dans un café un jour, et très brutalement, il lui dit qu'il va cesser de la voir, et qu'il veut revenir en fait à sa femme légitime, puisque Bérénice n'était que sa maîtresse. Donc il revient à cette femme légitime, à sa vie de famille, et il quitte Bérénice du jour au lendemain. Et Bérénice, comme toutes les femmes frappées par un violent chagrin d'amour, va commencer à s'épancher, à parler de cette histoire, je dirais toute la journée, comme on peut le faire quand on est frappé par ce genre d'épreuve. Et donc, dans son entourage, les conversations prospèrent autour du chagrin de Bérénice. On lui donne des conseils, on lui dit que ça va passer, on lui dit que la vie reprend toujours ses droits, on lui dit tout un tas de choses que tout le monde a entendues. Et on ne peut pas blâmer les gens qui vous disent ça, puisqu'ils ont raison de vous le dire. C'est vrai que la vie reprend toujours ses droits. Il n'empêche, la traversée est violente, la douleur est profonde, et Bérénice, avec ces phrases-là, ne s'en sort pas. Et puis un jour, au milieu d'une conversation, quelqu'un de son entourage prononce une autre sorte de phrase. Et en fait, ce n'est pas une phrase, c'est un alexandrin. Cet alexandrin qui vient donc de la tragédie de Racine, et qui est donc dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui. C'est un alexandrin qui est prononcé par le personnage d'Antiochus au début de la tragédie. Et en fait, quand elle entend cet alexandrin, notre héroïne, je parle un peu comme les vieux historiens, mais notre héroïne, ou comme Stendhal, on va dire, pour être un peu moins... Notre héroïne entend ce vers et entend quelque chose qu'elle n'a jamais entendu, c'est-à-dire une phrase un peu moins banale que les autres, un peu moins ordinaire, et surtout, elle entend un monde qui s'ouvre. Et donc, forte de cette première écoute, elle va décider de retrouver Racine, c'est-à-dire qu'elle est comme tout le monde, elle a lu Racine quand elle était jeune, sur les bancs de l'école, mais elle ne l'a plus lu beaucoup ensuite. Donc elle va y retourner, elle va commencer à relire des pièces qu'elle a déjà lues autrefois, et à en découvrir d'autres. Bon, vous me direz, il n'y en a que 12, donc c'est assez vite vu, mais il n'empêche qu'elle s'y met, elle s'y immerge, elle lit et relit, elle lit les choses à haute voix, elle lit les vers à haute voix, et finalement, une sorte de consolation commence, je dirais, à naître. Dans cet environnement dévasté par le chagrin, elle commence à retrouver une aide, un auxiliaire, une main qui se tend pour l'aider à sortir de cette souffrance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'en fait, elle trouve des sorts de douleur. C'est-à-dire que toutes ces héroïnes raciniennes, frappées d'abandon, frappées de non-réciprocité, donc frappées de malheur, vont s'exprimer d'une telle façon qu'elle va trouver des échos, des résonances avec son propre chagrin. Et finalement, elle se dit, bon, mais comment un auteur, un homme du XVIIe siècle, a-t-il pu écrire de manière aussi juste, aussi directe, je dirais dans le langage d'aujourd'hui aussi cash, sur la douleur amoureuse des femmes et sur le désir des femmes frappées de non-réciprocité. Alors, elle aurait pu avoir le choix, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres auteurs, y compris plus proches d'elle, qui auraient pu l'aider. Je ne sais pas, on pense à Duras, qui n'a pas cessé d'écrire sur l'amour, sur le malheur de l'amour, qui est une femme en plus, et qui pourrait, je ne sais pas, lui offrir un miroir un peu plus simple. Et en fait, non. En fait, ce qu'elle aime dans ce rapport qui naît avec l'œuvre de Racine et avec Racine, c'est, je dirais, cet écart énorme qui semble, je dirais, la marque de fabrique de l'œuvre, et qui en fait n'est pas un écart. C'est-à-dire que Racine n'a rien d'elle, n'a rien de son époque, n'a rien de son sexe, et pourtant, ses héroïnes parlent comme elle, ou en tout cas ressentent ce qu'elle ressent. Et c'est cette disjointure, cette disjonction, je dirais, cette étrangeté première entre Racine et elle, qui lui donne envie de comprendre et de s'approcher de l'homme Racine. Et à partir de ce moment-là, donc elle va partir dans une sorte d'enquête, c'est juste une sorte d'enquête, c'est une enquête au sens où elle va essayer d'en savoir plus sur
un homme, une vie, une œuvre, mais avec énormément de liberté et de projection. C'est-à-dire que l'enquête qu'elle va mener, je dirais, au pays de Racine, dans l'œuvre de Racine et dans la vie de Racine, ne va être animée que par ses propres projections imaginaires. À aucun moment, ce roman n'entend dire la vérité sur Racine, et à aucun moment, l'exactitude, je dirais, opère. Alors, évidemment, je me suis appuyée sur des faits, je me suis appuyée sur des personnages qui ont réellement existé, sur des lieux qui ont réellement existé, mais entre tout ça, je me suis permis d'énormes détours imaginaires et d'énormes libertés. Donc, je dirais qu'en sortant de ce roman, on en sait un tout petit peu plus sur Racine, mais à peine. Bon, disons qu'on en sait un peu plus quand on ne sait pas grand-chose, mais il reste encore beaucoup à combler sur le plan de la biographie et de l'histoire officielle. Et donc, au fur et à mesure de cette enquête, ce qui va aider cette narratrice initiale, c'est qu'en fait, elle va essayer de se mettre dans la tête d'un auteur qui n'a, encore une fois, rien pour comprendre l'amour des femmes et qui va pourtant porter toute son attention là-dessus. Donc elle va essayer de savoir pourquoi et de savoir comment ça marche, cette projection d'un homme sur la vie et l'amour des femmes. Donc elle va emprunter plusieurs voies pour cela. À la fois des voies qui seront des voies, je dirais, du vécu. Alors on peut imaginer que Racine a connu l'amour, que Racine a connu le chagrin d'amour. Ça existe dans le roman, ça existe un tout petit peu dans les biographies officielles. Je m'en suis servie, je l'ai fait figurer d'une manière assez importante d'ailleurs, mais ce n'est pas la seule voie. D'autres voies sont explorées par cette narratrice. Il y en a une en particulier qui me semble peut-être encore plus fondamentale et sans doute plus intéressante pour moi parce qu'elle relève de l'écriture et de la création littéraire. C'est que très tôt Racine lit Virgile. Très tôt Racine est immergé dans l'Énéide de Virgile, qui est un monument de la littérature antique et qui est enseigné à Port-Royal. Mais très tôt aussi, on n'enseigne pas tout Virgile aux élèves. C'est-à-dire qu'on se retient d'enseigner le livre 4 de l'Énéide qui a trait au chagrin de Didon qui est abandonné par Énée. Et donc en fait, que fait Racine dans cette histoire ? Je ne sais pas s'il l'a fait en vérité, mais en tout cas dans cette histoire, il va sans arrêt revenir à ce chagrin de Didon qui va être en fait sa transgression principale quand il sera enfant. Il va avoir ce livre 4 de l'Énéide caché sous son lit et il va être fasciné par cette femme qui va exprimer son amour et son chagrin d'amour, alors qu'à Port-Royal, on lui dit que l'amour pour un homme et l'amour entre les hommes n'a aucune valeur, que seul compte l'amour pour Dieu. Et pourtant, Racine sent qu'il y a une vérité humaine qui se joue dans cet amour, et je vous dis, il va sans arrêt y revenir. Et l'hypothèse que fait ma narratrice, donc, c'est que il y a cette transgression initiale qui va continuer à l'habiter toute sa vie, en fait, et qui va être une espèce de socle pour écrire toutes ces histoires et toutes ces pièces autour des femmes amoureuses et abandonnées. Si vous voulez, il y a cette hypothèse de Didon qui va être à l'origine de l'hypothèse d'Hermione, à l'origine de l'hypothèse de Bérénice, à l'origine de l'hypothèse de Roxane dans Bajazet, ou encore, évidemment, à l'origine de l'histoire de Phèdre et du drame de Phèdre. C'est une espèce d'archétype de la douleur féminine que Racine découvre dans l'œuvre de Virgile à ce moment-là, et d'une manière très crue, parce que Virgile, c'est un auteur qui y va, qui est très cru, qui n'a aucune pudeur dans l'expression des sentiments, y compris dans l'expression corporelle de ses personnages, et Racine est très impressionné par ça. Et disons que c'est l'une des hypothèses que fait la narratrice pour comprendre comment Racine a pu écrire ce qu'il a écrit. Donc voilà en gros, si vous voulez, le pitch de cette histoire qui nous emmène donc évidemment du côté de Port-Royal, du côté de Paris, forcément, des théâtres, mais aussi évidemment beaucoup du côté de Versailles et de la cour. Donc au fur et à mesure de cette enquête, la narratrice va explorer tous ces lieux et reviendra entrelacée à l'histoire de Racine, l'histoire même de Bérénice, l'histoire initiale donc de ce chagrin d'amour et de cette rupture qu'elle vit avec le Titus d'aujourd'hui. C'est donc une espèce d'entrelac que j'ai essayé de bâtir et de construire dans ce roman.